Amis internautes fidèles de Zara TV, bonjour et bienvenue sur Info Hebdo, votre émission hebdomadaire qui passe en revue l'actualité de la semaine. Cette semaine, le président Patrice Talon était à Paris et il s'est illustré comme étant le premier promoteur d'un Bénin économiquement prospère face aux entrepreneurs de France. C'était à l'université de vacances du MEDEF le mardi 30 août dernier à Paris. Une intervention qui a été fortement relayée dans les médias nationaux et internationaux. Nous allons en débattre dans un instant. Le Parti pour l'engagement de la relève, père de Nathanaël Coty, vient de rejoindre l'Union progressiste Le Renouveau. Il en sera également question, mais surtout du timing de ce mouvement politique tout à l'heure. Le timing, il en sera également question en ce qui concerne l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, qui, après avoir quitté le bloc républicain, se retrouve être un électron libre sur la plateforme politique nationale. Nous n'allons pas occulter cette actualité qui nous concerne parce que c'est notre profession qui est là. Il s'agit de la réélection de Zakiat Latoundji à la tête de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Pour traiter toutes ces questions, nous avons deux invités sur ce plateau. Nous allons commencer par introduire le tout premier. Il s'agit de Constant Yawedeou, le directeur de Radio Planète. Bonjour Carlos, bonjour chers internautes. Bonjour Constant, merci de toujours venir vous prêter à cet exercice avec nous. Plaisir. En face de vous, nous avons notre ami le Mathias Soussou. Il est le directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Bonjour également et bonjour chers téléspectateurs et internautes. Voilà déjà à présenter ceux qui vont traiter ces sujets avec nous, mais nous allons continuer le débat après ceci. Voilà, nous voilà de retour sur ce plateau et la question, elle est là tout de suite. Cette semaine, la presse béninoise ne sait pas, en tout cas, a consacré plusieurs pages à cette intervention du président Patrice Talon à Paris, également le Gongoneur. Et vous, le directeur de publication de ce quotidien, qu'est-ce qu'on peut retenir du passage de Patrice Talon à Paris? Tout de suite, je dirais que c'est un passage réussi parce que à suivre l'applaudissement même qu'il y a eu dans la salle quand le président Patrice Talon présentait son projet, sa communication, si il y avait de l'applaudimètre dans la salle, je crois que ça pouvait marquer plus de 85 degrés. Et ça veut dire que quelque part, le président a convaincu par son faible et par son projet. Et ces réformes qu'il a eu à initier dans le pays, et ça a fait tache d'huile. Et puis, quand il a fait la présentation, je crois que l'ensemble des entrepreneurs français ont quand même apprécié. Et le reste, on va voir s'ils vont vraiment se décider à commencer par descendre dans le pays pour les projets qu'ils ont en main. C'est pour dire qu'il ne suffit pas de parler, il faut passer à l'acte maintenant. Ah oui, il y a l'acte qui doit suivre parce que le tout ne suffit pas, comme tu le dis, de parler, mais il faut maintenant, on dit que l'intention vaut l'acte. Déjà qu'ils ont déjà apprécié, ils ont adhéré, je crois que dans les jours à venir, le Bénin attend de mieux. Constant, de où vous êtes, vous partagez cet avis? Oui, pas totalement, parce que, à mon avis, il faut apprécier sur la forme et le fond. Donc, la forme a été réussie. Je crois que c'est ce que nous avons tous vu. Maintenant, il reste le fond, tel que Anthias le disait tout à l'heure, le fond qui va déterminer le reste. Mais sur la forme, je crois que le président, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme de micro, donc c'est un homme de parole. Il sait convaincre, il a l'éloquence de convaincre, donc c'est un homme de podium. C'est un artiste. Et ça, tout ça, avant même qu'il ne soit président, beaucoup ne le savent pas. Donc, il n'a pas peur et il ne manque pas d'armes pour convaincre, surtout quand il a les arguments. Et comme c'est lui-même qui a cuisiné, depuis qu'il est là, on sent qu'il est dans son programme, il est dans ses actions. Donc, convaincre ne doit pas être, il n'a pas été un gros problème pour lui. Reste à voir maintenant le fond de la question. Ok, c'est vrai, le président Patrice Talon, il a convaincu,
Mais il a parlé de l'énergie et bon, dans son propos, il est revenu que l'énergie pourrait être disponible au Bénin, peut-être même moins cher qu'en Chine. Est-ce que vous avez compris quelque chose à cela? Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Euh, Quand je parlais de fonds, parce que aujourd'hui, quand il le dit comme ça, c'est un peu difficile pour nous, Béninois qui sommes à l'intérieur, de comprendre facilement ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça que je dis, il y a d'autres choses dans le fond à expliciter pour qu'on comprenne, parce que ce que chacun vit aujourd'hui par rapport aux factures d'électricité, nous le savons. Donc, si le président à l'international dit que ça va être facile, est-ce que c'est pour les entrepreneurs économiques qu'il y aura suffisamment de facilité ou tout usager du courant électrique? Donc, c'est pour ça que je dis la forme, d'accord, mais dans le fond, il reste qu'on voit un peu ce qui... Il faut que les opérateurs se rapprochent de la réalité pour convaincre. Et c'est à ce niveau qu'on sera plus convaincu de ce que le président est en train de dire, puisque nous venons d'investir dans la production de l'énergie. Oui. Nous venons d'investir. Oui. Et c'est pour pouvoir récupérer, parce que c'est des prêts. C'est des prêts. Oui. Donc, il faut pouvoir rentabiliser. Donc, est-ce que si c'est aussi gratuit ou c'est aussi à prix bas que ça, est-ce qu'on n'aurait pas créé d'autres problèmes ailleurs? Donc, c'est sûr qu'au niveau de la stabilisation, ça a été négocié, discuté, et il doit savoir de quoi il est en train de parler, mais l'occasion, là, n'est pas l'occasion propice pour entrer dans trop de détails. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt que dans le fond, il y aura beaucoup de choses Je pense que nous pourrons quand même faire confiance au président Patrice Talon parce que depuis qu'il est là, par expérience, presque tout ce qui se dit se réalise quand même. Oui, c'est pour ça que je dis il reste avantage à convaincre sur le fond. Les autres, tout ce qui s'est passé à Paris n'a été que des annonces. Okay. Maintenant, donc, quand les opérateurs français seront sur place, puisque la dernière fois, la presse a visité la zone industrielle. Oui. Et on a vu que beaucoup de choses sont en chantier, beaucoup de choses. Et là, déjà, on a appelé déjà des opérateurs économiques, c'est de la communication toujours, pour leur demander de venir voir ce qui se passe et de venir investir, et qu'il y a beaucoup de facilité pour eux désormais d'être là. Donc, juste suite à ça, que le président voyage pour aller les rencontrer, je crois qu'il a son plan de développement dans ce secteur-là qu'il est en train de dérouler. Donc, il ne dit souvent pas les choses au hasard, mais à l'acte, on sera davantage convaincu puisque ça a déjà commencé quand même dans la zone industrielle. Ok, c'est vrai qu'en ce qui concerne l'énergie, nous pouvons toujours attendre pour voir vraiment, comme le dit Constant. Mais Mathias, il a parlé des lois qui encadrent le travail au Bénin, qui seraient propices à l'investissement. Et en plus, juste après qu'il soit rentré, nous avons vu que bon, les syndicalistes, ils sont quand même montés au créneau. Et comment vous appréciez ce point de son discours? Les syndicalistes sont montés au créneau, c'est juste pour dire qu'ils existent, qu'ils ne sont pas encore morts. Ah oui. Je crois que ce qu'ils ont fait n'a pas eu tâche d'huile. Hein. C'est juste un effet d'annonce pour dire qu'ils existent. Seulement, moi, je trouve que c'est inopportun pour eux de sortir en ce moment-là parce que il n'y a plus rien à faire pour les syndicalistes parce que juste là, on a vu, depuis que le président Talon est venu, il les a possédés. Donc, carrément, il les a possédés et puis c'est rangé déjà. Et c'est à la veille de la rentrée que certains se lèvent maintenant pour dire, bon, alors que depuis qu'il est arrivé, le président a initié des réformes. Et ces réformes ont eu leurs effets. Et il y a eu suppression ou limitation
des jours de grève. Je ne dirais pas que les grèves ont été supprimées, mais depuis qu'on leur a donné 2 jours par mois ou 10 jours dans un an, est-ce qu'un syndicaliste a pu l'exercer effectivement pour montrer qu'ils en avaient besoin? Sinon, ce qu'ils faisaient, ce ne serait que du désordre qui s'organisait dans le pays. Maintenant, avec ces réformes que Talon a initiées, ça rassure les partenaires techniques financiers, les hommes d'affaires et consorts, parce que quel homme d'affaires souhaiterait être en train de diriger une entreprise pour qu'un matin, les employés se lèvent pour dire, bon, nous fermons les portes parce que nous voulons ci, nous voulons ça pendant 1 ou 2 semaines. Donc, je crois ça a rassuré, ça pour rassurer quand même les entrepreneurs. Parce que lui-même, n'oubliez pas, il fut entrepreneur, sinon il était entrepreneur. Il était un homme d'affaires avant d'accéder au pouvoir. Et de loin, en tout cas, quand il était hors jeu, il savait que ces mouvements de grève, mouvements d'humeur constituaient un frein pour l'évolution ou en tout cas la performance des entreprises. Et dès qu'il a pris le pouvoir, il a limité tout ça pour remettre tout le monde au travail seulement. Ce que je n'apprécie pas chez les syndicalistes. Le président a annoncé dès la veille de cette année qu'il aura revalorisation des salaires. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas prononcés dessus. Et c'est quand le président est allé en France et qui a rassuré les entrepreneurs qu'il y aura, en tout cas, l'atmosphère est bien créée pour que leurs affaires prospèrent au pays de descente, qu'eux, ils trouvent maintenant l'occasion de se signaler. Moi, je dis que c'est juste pour des effets d'annonce, pour montrer aux vis-à-vis qu'eux aussi, ils hésitent de regarder de leur côté, que ce n'est pas seulement là-bas qu'il faut regarder. C'est comme ça que moi, je vois ça. Et maintenant, pour aborder la question de l'électricité, à moindre coût que le président propose aux entrepreneurs français, je crois que il faut le lui reconnaître, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup œuvré dans le domaine de l'énergie, parce que depuis qu'il est arrivé, les égottas, qu'on dit souvent, les coupures intempestives dont on parle, ou bien les délestages, je crois qu'on n'en a plus connu. Il peut y avoir coupure momentanée. Oui. Ça, ce n'est pas délestage. Depuis près de 6 ans que nous sommes là, nous n'avons plus connu de délestage. Et c'est quand même bon. Et puis, il a initié des projets de construction de Maria Cléta. En tout cas, il a finalisé. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'il a initiées pour quand même améliorer ce secteur-là. Et s'il trouve aujourd'hui qu'il peut faire des prix favorables à ces entrepreneurs qui vont descendre, installer des projets dans le pays, je crois qu'il faut le lui reconnaître, parce que c'est lui qui connaît ce qu'il a produit et ce qu'il veut vendre. Comme le dit souvent, l'avait dit aussi Fagboron, que c'est celui qui a préparé son akassa qui doit savoir à combien il faut le vendre, qui doit savoir puis fixer son prix. Donc, lui, il sait ce qu'il a à vendre et puis il sait comment il peut fixer le prix pour favoriser les gens et trouver aussi pour lui. Donc, cela ne veut pas dire que s'il favorise les entrepreneurs français, il va avoir de problèmes pour éponger les têtes qu'il a contactées pour la réalisation de ces différents projets. Ce qui est sûr, il va avoir quand même un tissu favorable pour aplanir les choses là. Oui, mais c'est vrai que dans ce secteur également, le Bénin dispose déjà désormais d'un parc de production de l'énergie solaire et dans l'OME, un parc très, très important. Et peut-être que quand tout cela sera vraiment opérationnel, nous allons vraiment vivre de ça. De toute façon, nous espérons que tout va bien se passer au Bénin d'ici là, que les entrepreneurs vont venir et que ça va aller de l'avant. Mais la presse béninoise a quand même titré que le président Patrice Talon a fait des aveux à Paris. Et des aveux par rapport à quoi, Constant? Le président Patrice Talon a fait des aveux, il faut le reconnaître. Et Mathias le disait tout à l'heure, et la grève qui a été, le temps de grève qui a été réduit à 10 jours, dans le fond, il faut reconnaître que ça ne répond pas très exactement à nos accords avec le Bureau international du travail. Vous voyez, oui. Maintenant, il faut reconnaître qu'on ne peut jamais faire l'omelette sans casser les œufs. Et c'est pour ça qu'il faut désormais que nos dirigeants commencent par se rendre à l'évidence et à la réalité. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train d'aller à la signature d'un accord que
le Bénin est en retard. Non, chacun a ses réalités et il faut suivre. Le président Talon a reconnu qu'il a brutalisé certaines choses. Il l'a dit. Mais est-ce que sans faire cette brutalité-là, il aurait pu atteindre le niveau qu'il a atteint aujourd'hui? Si vous avez amené un malade au CNHU en agonie une fois et qu'on vous regarde et on vous dit, nous sommes en grève, hein, vous n'avez pas appris ça. Alors que vous n'avez plus de solution, c'est pour ça que vous avez amené ça. Nous avons vécu ça. Oui. Quand on dit, il ne reste que 2 jours pour que votre enfant reprenne l'année, oui, et qu'il n'y a plus de solution, si jamais demain, là, n'importe comment, on n'y va pas. Et vous voyez comment on y allait. On allait à 8 heures et à 11 heures, les enfants sont déjà partis pour qu'on puisse valider une année scolaire. On va travailler de 8 heures à 11 heures et on laisse les enfants en classe. On a vécu tout ça. Donc, c'est des habitudes qu'on s'était données. Donc, c'est des exagérations qu'il y avait que nous avions mis dans notre droit de grève. Les Français font grève, les Américains font grève, les Allemands font grève, mais pas de cette manière-là. Mais, prenez l'exemple de la Chine. Quand les Chinois font grève, ils font de la surproduction. Ils travaillent davantage. Leur grève, c'est de travailler 24 heures sur 24. Mais vous avez vu, ils se sont d'abord enfermés parce qu'ils savent qu'ils ont des problèmes de développement. Ils se sont enfermés après la guerre pour se dire, nous allons penser à nous. Donc, ils ont aussi, ils savent bien que le Bureau international du travail existe, et il y a des droits de grève ici, mais ils se sont enfermés pour dire, nous allons définir notre mode de relâchement. De revendication. De revendication. Et quand ils l'ont fait, aujourd'hui, ils sont où? C'est pour ça que je dis, adhérer aux institutions internationales, adhérer à telle convention, les accords internationaux, tout ça, nous n'avons pas les mêmes réalités socio-politiques ni socio-économiques pour y aller comme ça. Donc, le président Talon a été obligé de brutaliser certaines choses, mais pour qui ont vécu des situations données, on ne peut être que d'accord avec lui. Quand on aurait atteint le niveau, même si aujourd'hui, on remet les droits de grève à ce que de là où c'était, le Béninois, à la date d'aujourd'hui, après les 5 années que nous venons de passer là, ne peut plus décider de faire grève comme on en faisait avant. Ça, c'est sûr. Donc, on a pu gagner quelque chose en conscience par rapport à cette situation. Ce qui est sûr, on sera obligé de retourner, de revoir ça. Après, ça, il n'y a rien à faire. Mais lui, par rapport à son programme d'action, il est obligé de faire ça pour pouvoir atteindre. Ça ne veut pas dire que celui qui viendra après va maintenir ça forcément, parce que tout à l'heure, les accords risquent de nous coincer à l'international, parce que c'est ça aussi, ça risque de nous coincer quelque part, puisqu'il y a des avantages à ça. Le droit international. Il y a des avantages qui seront coincés pour le Bénin quelque part. Mais, pour un moment, on refuse de frapper les enfants à l'école. Mais à un moment donné, le maître est obligé de faire ça. Il ne fait pas ça tout le temps, mais il fait ça pour montrer à l'enfant qu'il faut être sérieux sur le travail. Donc, je crois que c'est un passage. Et c'est pour ça qu'il a reconnu qu'il a été obligé de faire un forcing pour que ce qu'il est en train de vouloir faire soit vu, soit perçu pour être accompagné. Oui, mais c'est vrai, je tiens à préciser qu'il a dit que c'est le moment où le continent africain doit se mettre au travail parce que nous avons un retard à rattraper. Et en fait, sur le même volet, le président Patrice Talon a évoqué un recul démocratique. Mathias Soussou, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, dès qu'il a dit ça, j'ai pensé à Feu Mathieu Kérékou. Quand il est revenu en 1996, il a dit qu'il n'est pas venu nécessairement pour prendre le pouvoir, mais que pour tester les lois qu'ils ont eu à voter pour le renouveau démocratique. Et ça veut dire que quelque part, ils trouvent que est-ce que les Béninois là
tels qu'ils nous voient, est-ce qu'ils sont sincères, ils peuvent appliquer et exécuter ces tests-là. C'est ça. Ça a fait même l'objet quand le président Soglo était venu, c'est les mêmes difficultés qu'il a eues. Et quand le président Yahya est venu, il a dit qu'il va modifier, ou bien lui, il va faire sa démocratie. Nescafé, ça veut dire que quelque part, les tests-là ne sont pas tellement bons pour faire prospérer les affaires dans le pays. Quand le président Talon, lui, est venu, il a mis la main à la pâte. Il a joint l'acte à la parole et il a procédé à des réformes pour quand même modifier des choses, pour faire prospérer les affaires dans le pays. Cela ne veut pas dire, d'ailleurs il a signalé, on ne peut pas parler de démocratie quand on est encore au début même du développement. Ça veut dire que quelque part, il faut rectifier un peu la démocratie pour la modeler, pour modeler le pays, pour faire avancer le pays. Il faut quand même faire fi de certaines lois pour quand même habituer les enfants à prendre le pas plutôt, pour quand même faire évoluer les choses avant de relâcher un peu pour qu'on puisse. Il a donné l'exemple de la Chine. Pourquoi le Bénin ne peut pas faire comme la Chine? C'est un président qui est, en tout cas, qui peut faire aussi quelque chose pour le pays. Oui. Ça veut dire qu'il réfléchit et il voit comment les Chinois se sont développés, comment ils en sont arrivés là. Et lui aussi, il trouve que le Bénin peut aussi faire mieux. Et c'est pourquoi il est en train de faire ces réformes. Ok, nous avons fait le tour de cette intervention du président Patrice Talon à Paris et maintenant nous allons aborder un autre sujet qui est au menu de cette émission. Nous allons revenir sur les préparatifs des législatives parce que je suppose que tous les mouvements politiques qui ont lieu actuellement sont faits dans cette perspective des législatives de janvier 2023. Nous allons rester avec vous, Mathias Soussou, le père qui vient de se rallier à l'Union progressiste Renouveau. Est-ce que le timing s'y prête vraiment? Le père devait le faire depuis le départ de la création de l'Union progressiste. C'est parce qu'au Bénin, chacun aime se donner un spectacle, montrer de quoi il est capable, qu'ils ont été obligés de créer à eux seuls leur parti et laisser l'Union progressiste. Sinon, au départ, avec la création des blocs, c'est l'Union progressiste qui devait être le seul bloc politique qui devait travailler avec le président Talon. Mais l'ego des Béninois aidant, certains sont allés en rang dispersé, mais ils ont compris maintenant qu'il faut faire un grand groupe. Sinon, ils seront absorbés. D'ailleurs, ils ont été bloqués par... Il y a certains déjà qui sont bloqués par les tests, qui ne peuvent plus évoluer, qui ne peuvent plus parler d'existence de leur formation politique. Donc, ils sont obligés de se fondre dans les autres formations politiques et la formation politique en vie aujourd'hui pour les accueillir, c'est l'Union progressiste, le Renouveau. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le grand parti de Maître Adina Ngwedi qui a pesé de son poids quand même pour entrer dedans. Oui. Donc ça veut dire que quelque part, Talon est en train de réussir ce qu'il a préparé dès le début. Et maintenant, les gens sont en train de voir. Vous allez voir, il y a un autre sujet qui va venir. Tout à l'heure, vous allez parler de Claudine Pudiesso. Je ne vais pas vite en besogne, mais il y a beaucoup de partis qui vont désormais se fondre dans l'UP et le Renouveau. Je ne vais pas dire que le BR aussi suivra le pas, mais le BR aussi est comme un bloc politique autour de Talon, oui. Mais qui est en train de se vider de sa substance. Je crois que nous n'allons pas trop tarder dessus. Les jours à venir vont nous déterminer. Et pour le moment, c'est le père de Nathanaël Coty qui vient de rejoindre le rang, qui fait effet. Je crois que les autres vont le suivre certainement. Oui, mais Constant Yaoundé, est-ce que vous pensez que les éléments qui viennent du père aujourd'hui à l'UPR ont des chances d'être positionnés? Parce que ça a été leur grande difficulté. Ils ont essayé d'être candidats aux deux dernières élections et ils ont toujours été recalés. Est-ce qu'en rejoignant l'UPR actuellement, en ce moment précis, ils se donnent des chances de se retrouver sur les listes qui seront confectionnées dans quelques mois? Je crois que la dynamique politique est en train d'évoluer. Et Mathias l'a dit tout à l'heure, le président Patrice Talon avait voulu 2 ou 3 grands ensembles au départ et lui-même a reconnu qu'il a échoué tel qu'il l'a pensé au départ. Oui. Et je crois que, chemin faisant, il est en train de trouver la formule qu'il faut pour qu'on en arrive là, parce qu'on est arrivé à un moment où on avait encore plus de partis qu'au moment où on a fait le système, on a mis en place le système partisan. Oui. Donc, ça veut dire que les Béninois ont une habitude qu'ils n'ont pas encore perdue. Tout à fait. Donc, c'est dans la réalité maintenant qu'on peut
on peut revenir, il peut revenir progressivement à cette intention-là qu'il avait au départ. Et c'était difficile au départ parce que c'était une intention, c'était la mise en œuvre, c'était le début, c'était l'expérience. Maintenant qu'il est resté, il a été réélu, je crois qu'il a eu suffisamment d'éléments pour maintenant repenser autrement. Donc, à chaque fois qu'il est coincé, il a l'intelligence de contourner. Est-ce qu'on peut dire que c'est maintenant que la réforme du système partisan devient une vraie réalité? Elle a commencé par être une réalité pas vraie encore, parce que tout ça me paraît comme une bombe. Une bombe qui peut toutefois éclater à un moment donné. Il suffit que, tel que tu le dis, Carl, que ces éléments du père constatent qu'ils n'ont pas la chance d'être positionnés. Oui. Parce qu'on a vu, jusqu'à aujourd'hui, les positionnements ont toujours créé des problèmes jusque-là. Et surtout au niveau de l'UP. Oui. Maintenant que le renouveau est arrivé. Et il ne faut pas oublier que le renouveau n'est pas un petit parti. C'est un parti qui a pu prendre la mairie de Porto Novo. Mais c'est le plus ancien parti politique qui soit vraiment encore sur pied depuis 1990, je crois, au Bénin. Le seul qui soit véritablement resté. Donc, on sent quand même qu'il y a l'esprit de parti, l'esprit de militantisme, même si c'est sur base régionaliste, il faut le reconnaître. Et c'est surtout ça qui a joué sur le PRD, qui n'a pas pu, après Porto Novo, avoir ce qu'il lui faut pour avoir ces 10%. Oui. Bon, donc aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut aller avec. Mais si déjà au niveau de l'UP seul, ça n'avait pas été facile, oui, et que le PRD vient avec une entité aussi forte qu'il représente, ça veut dire que la base UP est encore amputée. Ouais, comment est-ce qu'il faut gérer, déplacer ces pignons-là? Surtout que des anciens se sont vus bousculer et des jeunes sont là qui ont pensé qu'ils ont leur chance. Ces jeunes-là, aujourd'hui, seront amputés, leur part sera amputée pour le PRD. Voilà le père qui vient. Qu'est-ce qu'il faut leur trouver? Mais nous sommes en politique. Quand vous venez et que vous-même vous connaissez votre taille, peut-être que vos ambitions vont rester à la hauteur de votre taille et ils vont peut-être miser beaucoup plus sur les communales à venir. Mais en politique aussi, il faut dire, il y a d'autres intérêts. D'autres paramètres qui entrent en jeu, et les positionnements et autres, et dans des structures, oui, et tout ça là, qui font qu'ils peuvent ne pas perdre. Sinon, déjà avec ce que l'UP originel est en train de connaître avec l'arrivée d'un PRD, par exemple, qui n'est pas un petit parti, et ça ne promet vraiment pas trop que tout le monde puisse trouver quelque chose forcément, parce qu'il n'y a que 83 places à prendre. Ben, autrement dit, les équations politiques ne s'apparentent pas aux mathématiques. Mais c'est vrai, mais n'importe comment, si un parti qui a pu faire 41 conseillers sur 45, oui, dans une zone comme Porto Novo, oui, ce parti ne peut pas venir en balade, ou prendre 2 ou 4 sièges. Ce qui est sûr, les négociations seront rudes. Forcément, parce qu'après les positionnements, une autre réalité va arriver. Entre les positionnements et les élections, il y a quelque chose qui va se passer là, parce qu'on a vu des gens qui étaient vraiment bien forts, qui pouvaient faire bouger les choses, mais quand ils ont croisé les bras, ça a joué sur les résultats. Et ça a basculé les résultats. Donc, entre les positionnements, ce qu'on va trouver aux partenaires qui viennent se fondre dans l'UP et les UP qui vont se retrouver à l'écart désormais, oui, la salade là va être difficile à digérer, et c'est là où la politique va s'installer. C'est là où la politique va s'installer, parce que si c'était à désigner main levée
dans l'hémicycle, où on faisait au temps de la Révolution, où chacun levait la main, ça pouvait passer. Mais ici, c'est dans les urnes. Donc, c'est chacun qui ira mettre son bulletin dans l'urne. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas banaliser cette situation après la désignation, après la confession des listes. Oui, la confession des listes et les élections, il y aura beaucoup de choses qui doivent se passer à ce niveau. Et c'est là où il y aura la politique vraie. Donc, les ralliements que nous voyons là, ce n'est pas encore ça la situation. Ce n'est pas encore ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est après la confession des listes. Ok, la politique va vraiment commencer, mais nous parlons déjà de politique et nous allons y rester. Nous allons continuer avec l'UDBN qui devient l'électron libre, en griffe, je dirais, et sur la plateforme politique. Et quel avenir pour l'UDBN à votre avis? À mon avis, à l'heure où nous parlons, si je dois être sincère, je vais dire que l'UDBN n'existe pas. Donc, on ne peut même pas lui parler d'avenir. Parce que théoriquement, l'UDBN s'est fondu. Et avant de se fondre à l'UP et à OBR, oui, l'UDBN a prononcé sa dissolution. Donc, l'UDBN n'existe plus comme une entité. Donc, je crois que si on veut parler encore de l'UDBN, il faut qu'il y ait un congrès de constitution, congrès constitutif pour que le parti peut s'appeler encore UDBN. Mais quand on dit UDBN sort du BR, je dis, est-ce que nous sommes en train d'utiliser les mêmes terminologies pour les mêmes intentions ou les mêmes fins? Parce que les tests existent que l'UDBN est dissous. L'UDBN même s'est retrouvé pour prononcer sa dissolution avant d'aller vers le BR. Donc, l'UDBN sort du BR. Je ne vois pas encore l'UDBN sorti du BR, mais je vois des individus refuser de militer à l'UDBN, au BR. Maintenant, si ces individus se retrouvent en congrès constitutif où dit « nous voulons créer UDBN oui. », là, puisque l'UDBN n'existe plus, donc il n'y aura même plus de concurrence. Personne ne va dire UDBN vert, UDBN jaune, UDBN plus, UDBN moins. Non, donc UDBN peut se recréer. Mais je suis gêné que quelque chose qui a été fondu, vous mettez un morceau de sucre dans de l'eau salée et vous vous dites que vous retirez votre sucre. Votre morceau de sucre. Ça me gêne. Là, vous êtes en chimie, et puis la chimie et la politique, ce n'est pas forcément la même chose. Non, non, je suis en train de parler mettez la farine dans l'eau, vous préparez la pâte et vous dites que la farine se retire. Je dis ça, il y a quelque chose. Non, non, nous sommes des intellectuels, on a été tous à l'école. C'est d'une certaine manière qu'on peut nous convaincre. Et je préfère qu'on nous convainc sur une logique donnée que de dire, parce qu'on est en politique, tout est possible en politique, tout n'est pas possible en politique. Tu ne peux pas me dire que tu as dissous et que tu retires. Ça là, ça veut dire qu'il faut forcément aller à ce que les chimistes appellent, comment l'extraction. Extraction. Mais cette extraction, ça va être difficile. Et nous avons un adage de chez nous qui dit « Djaoubada fumain ». Le sel s'est mélangé au cendre. Donc, dire qu'on enlève le sel du cendre, non, on peut reconstituer autre portion de cendre et dire, nous existons encore. Je préfère que ça, c'est plus élégant à mon avis que tel qu'on le présente et on nous demande d'accepter ça comme ça. Donc, je crois que l'UDBN aurait mieux fait de se reconstituer que de dire que elle se retire du BR. Le langage, là, je ne comprends pas. Ah oui. Mathias Sou, Maître Dikuy et Cyril, il est monté au créneau récemment. Et il a annoncé que les responsables de l'UDBN allaient contacter la base pour savoir quelle conduite à tenir. Vous avez dit Maître Dikuy. Oui. C'est un avocat. Oui. Je crois, qui maîtrise les tests de son pays. Il a été bâtonnier au Bénin. Il a été bâtonnier au Bénin. Il est actuellement, il dirige aujourd'hui les instants de et lui-même, il ose venir sortir au nom de l'UDBN, qui n'existe plus, pour parler, pour dire qu'ils vont contacter la base. Oui. C'est le problème des tests de notre pays. En dehors des tests, il y a des réalités sociales,
que les gens regardent. Au départ, Clotilde Prudencio ne voulait pas aller au BR. Clotilde Prudencio était allé, en tout cas, l'UDBN était allé aux élections législatives et communales. Oui. Ça veut dire que l'UDBN n'existe plus. Si vous êtes allé aux élections 2 fois et que vous n'avez pas atteint le score de 10%, pour les autres fois à venir, ça veut dire est-ce que ne pas atteindre 10% équivaut à une disparition du parti? Oui, quand vous allez aux élections 2 fois et que vous ne donnez pas un bon résultat, c'est que vous n'existez plus. Non, mais les thèses disent quoi? Maintenant, de fait, quand Clotilde Prudencio est allé aux élections, l'UDBN est allé aux élections seul, aux législatives. Ça n'a pas marché. Dans sa séquence électorale, vous savez, souvent les partis politiques là, c'est la politique de leur président qu'ils font. Le président impose à lui cette politique en général au parti. Clotilde Prudencio voit que dans sa séquence électorale, si elle va au niveau de l'UP, elle n'aura pas une bonne position pour la liste, pour aller à l'Assemblée nationale. Voyant ça, elle se dit, bon, que avec le BR également, ça ne peut pas marcher, elle n'aura pas une bonne position, donc il vaut mieux qu'elle aille aux élections seule. Ils sont allés aux élections, ça n'a pas marché pour eux. Ça n'a pas marché ou bien ils n'ont même pas pu y aller parce qu'il y a eu les problèmes de qualification au niveau de la Sénat, je me rappelle. D'accord, ils n'ont pas pu y aller, ça n'a pas marché pour eux. Et ils sont allés, ils ont tenté de se présenter. En tout cas, ils sont allés au communal quand même. Ça n'a pas marché encore. Après, l'UDBN a battu campagne pour le président Talon. Non, ils sont tous avec le président Talon, que ce soit BL, que ce soit l'UP, que ce soit le père. Il n'y a pas encore, en tout cas en dehors de FCBE, de mon frère Rompé, qui se dit opposant aujourd'hui de fait. Je ne vois pas encore une autre partie qui se soit levé pour dire qu'il est opposant. Le MR, le parti de Konogoré. Korogoné. Bon, en tout cas, il est là. L'UDBN, oui, nous en parlons. L'UDBN qui voit aujourd'hui qu'avec tout ce qui se fait, n'oubliez pas, il a pu se trouver une place déjà. Ça veut dire que lui ne parle plus d'élections, il ne va plus aux élections législatives ou communales. Le président de l'UDBN a déjà son plat, en tout cas son gâteau. Il y a aussi un membre de l'UDBN qui est préfet. Voilà, donc on les a déjà positionnés, il ne leur reste plus rien. Donc, ce qui leur reste maintenant, c'est d'aller se joindre à un autre parti pour animer la vie politique. Ce n'est pas seulement être député, qui est le problème des politiciens aujourd'hui. Il faut quand même arriver à partager les postes avec le pouvoir qui est en place. On a vu un député qui a été nommé ambassadeur dans un autre pays. Oui. Ça veut dire que nécessairement, ce n'est pas seulement être député à l'Assemblée nationale qui est le problème aujourd'hui. Donc, même si tu es d'un parti politique, tu peux être président de parti politique et être nommé ambassadeur à l'extérieur. Donc, ils ont compris aujourd'hui que ce n'est pas nécessairement aller à l'Assemblée ou bien être conseiller et communal, tout ça là, qui fait le problème. Donc, Clotilde Prudencio a déjà eu ce qu'elle veut. Maintenant, sortie de BR, il faut dire que Clotilde Prudencio est sortie, non l'UDBN. Clotilde Prudencio est sortie du BR. Peut-être avec quelques amis qui sont sortis du BR. Pas l'UDBN, qui n'existe plus. C'est les personnes de Claudine et de ses amis Tiku et consorts. Ils ne peuvent plus parler au nom de l'UDBN. Ils ne peuvent plus parler au nom du BR. Comme Nathaniel Coty parle de père aujourd'hui. Il a proclamé la dissolution hier quand même. Ça veut dire que quelque part, là-bas, c'est tranché. Il n'est pas homme de droit, je pense. Il doit être économiste ou bien, en tout cas, il est dans les transports, je crois. Je crois que les gens doivent comprendre, les Béninois surtout doivent comprendre que quand on se taille un test, il faut le respecter. Quand vous voulez faire respecter votre fétiche par les autres, il faut que toi-même, là, tu le respectes d'abord. Moi, je ne vois pas les soubresauts qu'il y a autour d'Ambert et de Claudine UDBN pour dire je suis sorti ou bien je viens vers vous mais après je sors. Il a dit, quand vous mettez du sel dans l'eau, quelques instants après, vous ne pourrez plus les séparer. Même Claudine qui est sortie, vous me pardonnez, finalement, elle pèse quoi dans la balance politique aujourd'hui sur le plan national? Avec l'UP qui est là, qui est installé dans toutes ces zones de Calavier, consort, avec en plus Adrien Mbedi, PRD, qui s'installe
N'oubliez pas, à Calavi, à Guégué, qu'on sort toute la zone là, le PRD avait des députés à Calavi. Hein? Oui. Ça veut dire que si tous ceux-là se mettent ensemble aujourd'hui, si Claudine Prudencio, il dit, Mayesse dit, elle ira toujours quelque part. Ce qui est sûr, nous ne devançons pas les faire, mais moi je dis, elle se retrouvera dans l'UP. C'est la solution. Vous avez prédit qu'elle va se la retrouver dans solution. l'UP. C'est la solution. Ok, de toute façon, d'ici la sortie des listes, il y aura encore beaucoup de tractations. C'est sûr, ça va encore bouger, les lignes vont bouger. Il y a peut-être des gens que nous ne voyons pas encore aujourd'hui qui vont se retrouver sur ces listes. Il y a peut-être des gens qui ne sont même pas encore en politique, mais qui s'annoncent parce que nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui qui font des mouvements à gauche, à droite, qui priment des gens. Et nous savons que ça commence généralement de cette façon. Et par le passé, nous avons vu qu'il a fallu de l'argent pour se retrouver sur des listes. Heureusement que maintenant, j'ai l'impression que de moins en moins, l'argent influence de moins en moins le positionnement sur les listes. Et nous espérons que pour les législatives à venir... Il y a beaucoup plus de contrôle de la politique aujourd'hui, parce que quand vous faites la politique et que ça doit être au service de quelqu'un, oui. C'est ce que nous, on ne faisait pas. Chacun faisait sa politique pour ce qu'il veut. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez vu, depuis que Patrice Talon a pris le pouvoir, c'est ce qu'il a décidé de faire qui se fait. Oui. J'ai toujours donné l'exemple aux gens pour dire, vous avez vu, aujourd'hui, c'est asphaltage qui est visible tout le monde. Mais demandez au ministre Khekhomer qui est de Agoni s'il a pu placer un pavé dans sa rue. Il ne peut pas parce qu'il est en train d'exécuter le programme de Patrice Talon. Non, le programme du gouvernement. De Patrice Talon. Oui, mais c'est le gouvernement qui décide, c'est pas le candidat. On a voté, la candidature, c'est fini. Non, mais on a voté pour son projet de société. Tout à fait. Et c'est son projet de société qu'il a. Et c'est ce que les autres ne faisaient pas. On n'avait pas de projet de société, on fabriquait quelque chose, et quand on vient, on dit équilibre régional. On nomme Karl parce qu'il est de telle région, on nomme Mathias parce qu'il est de telle région. Aujourd'hui, le président Talon, il se fiche d'où vous êtes. C'est ce qu'il a dit. Vous avez voté pour lui. C'est ça qu'il est en train d'appliquer. Et c'est ça, être rigoureux. Et c'est ça, ce qu'on appelle projet de société. Il est venu, mais il a mis ça en place et c'est ça qu'il est en train d'exécuter. C'est pour ça qu'il est tranquille, imperturbable. Sinon, on l'aurait déjà influencé pour dire, ah, les gens de telle n'ont pas telle chose, les gens de telle région n'ont pas telle chose. Et des éléphants blancs s'installent un peu partout. Mais non, il a pensé, on sent qu'il pense, c'est ce à quoi il a pensé qu'il réalise. Et c'est ça qui est bien chez lui. On peut apprécier ça, en bien ou en mal, mais il a dit, je ferai ça, et il vient, il fait ça. Quand il va partir, un autre, vous allez voir désormais que les projets de société ne seront plus comme ce que, bon, écris-moi quelque chose pour que je sois candidat à la présidence. Ce n'est pas du tout ça. On est en train, c'est pour la première fois qu'on est en train de voir un projet de société s'appliquer au pouvoir par le président qui l'a proposé, les Béninois. C'est pour ça que des gens se plaignaient la dernière fois. J'ai dit non. C'est tant pis pour vous parce qu'il l'a dit dans son projet de société. Et vous avez voté pour lui. Et vous voulez qu'il fasse autre chose que ce que vous lui avez demandé d'aller faire. C'est pourquoi vous avez voté. Mais non. Bon ou mauvais, vous subissez jusqu'à la fin. Si un autre vient, désormais, vous saurez lire les projets de société pour savoir, voter. Pour qui voter. Donc, ça, c'est très bien que ça se passe comme ça. Donc, ce que le président est en train de vouloir, c'est ça que les partis qui veulent l'accompagner vont faire. Et c'est ça, c'est à quoi, c'est pas de la dictature. Talon est en train de faire de la dictature, non. Il est en train d'amener les forces qui doivent l'aider à rester en accord avec le peuple qui a voté pour lui. C'est à ça qu'il amène les partis politiques. Donc, ce n'est pas de la dictature qu'il est en train de faire. Vous l'avez dit, c'est le peuple qui vote. Mais aujourd'hui, dans toutes ces tractations politiques-là, où est la place du peuple? Est-ce que vous pensez que les gens qu'on appelle les militants, est-ce qu'ils suivent vraiment le pas? Est-ce qu'ils comprennent même vraiment ce qui se passe? Le DBN a dit, nous irons vers la base. Oui. Je t'en prie. Un parti politique, c'est d'abord la base qui est constituée et qui donne le sommet. Oui, mais quand le sommet décide pour dire maintenant... de se confondre à d'autres. C'est ça que je suis en train de dire. Et je suis d'accord avec Mathias pour dire que des individus ont quitté BR, mais
On ne peut pas dire que l'UDBN a quitté le BR. Ces individus qui ont quitté le BR peuvent aller chercher d'autres individus, peut-être à la base, et constituer UDBN, pas reconstituer UDBN, hein, constituer UDBN, puisque l'UDBN qu'on peut reconstruire n'existe plus. Donc, constituer l'UDBN. Je crois que ça doit être, en principe, ce à quoi on doit s'attendre très prochainement, constituer pour pouvoir négocier. Sinon, ça va être que ce sont les individus qui vont négocier avec UP. Et ça ne marchera pas. Donc, l'UDBN va se constituer. Donc, on connaît peut-être déjà le nom du parti où ça va modifier. Donc, il y aura bientôt un parti UDBN qui va se constituer et qui va négocier avec l'UP. Ok, nous allons nous allons laisser le plan politique pour passer à un autre aspect. Nous allons parler de notre profession, la profession de journalisme. Et nous savons que les mandats de toutes nos fêtières sont arrivés à leur terme. Le CNP a renouvelé ses instances dirigeantes il y a de cela quelques semaines. Et c'est maintenant le tour de l'Union des professionnels des médias du Bénin de sacrifier à cette tradition. Et hier, cette assemblée générale élective a eu pour cadre la maison des médias du Bénin. Je sais que vous en avez eu des échos. Et comment vous appréciez un peu tout ce qui s'est passé hier? Bon, tout ce qui s'est passé hier, on l'a suivi de loin et on a vu comment ça s'est passé. On a regretté des situations parce que l'assemblée générale a été reportée donc du samedi au jeudi et ça s'est déroulé hier. Bon, les raisons évoquées dans le temps, des raisons de perturbation et tout ça, c'est assez déplorable qu'on parle des journalistes qui sont des donneurs de leçons, qui sont des relayeurs des erreurs des autres et qu'on a dit qu'il y aura des perturbations jusqu'à ce que la police vienne intervenir, tout ça. C'est assez regrettable. C'est pour ça, si finalement quelque chose a pu se faire, on est obligé d'être content qu'on ait quelque chose pour que ça puisse vite se calmer. On nous aurait donné 1 an que la situation s'empirerait, tout simplement. Pourquoi? Donc, à un moment donné, oui, puisque on est en politique, comment je vais dire, politique professionnelle, politique journalistique, oui, il y a les timings là, il y a les agendas qui peuvent entrer en jeu. Bon, donc, du report du samedi au jeudi, hier, ce qui s'est passé dans les coulisses ne devrait pas être trop simple. Donc, si on avait donné plus de temps, c'est comme ça que ça pouvait aller. Et c'est 2 choses. La tension peut baisser entre les différents groupes ou augmenter. Et bon, si ça s'augmentait, c'est mauvais pour la corporation. Mais si ça se baissait, je crois que ça doit être bien pour la corporation. Maintenant que quelque chose s'est passé, finalement, on a quelque chose, je crois que on doit pouvoir œuvrer pour baisser la tension parce qu'il s'agit de nous, il s'agit de notre corporation qui a déjà beaucoup de problèmes et le moment n'est pas du tout bon pour nous pour qu'on se tiraille indéfiniment. Mathias Ossou, il paraît que des acteurs externes ont quand même agi pour influencer les décisions au cours de cette assemblée générale, des directeurs de publication, en fait, responsables. Et vous en êtes, est-ce que vous aussi, vous avez essayé d'agir pour influencer les décisions qui ont été prises hier? Non, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas ce que l'UPMB apporte aujourd'hui aux journalistes béninois. Je suis resté indifférent à tout ça parce que je connais ceux qui sont là. Vous savez, nous sommes d'une corporation qui au moins reste à l'écart et observe les politiciens et dénonce ce qu'ils font de mauvais. Et nous-mêmes, nous allons commettre ces mêmes erreurs. Quand un président est en place et il veut se faire réélire, il initie des lois, des tests pour baliser le terrain et passer facilement pour prendre son second mandat ou son 3e mandat s'il le faut.
Et nous écrivons, nous prenons les caméras, nous faisons tout, la radio, tout, pour dénoncer. Nous-mêmes, quand il s'agit de nous-mêmes, c'est les mêmes choses qu'on fait. Alors qu'il n'y a plus personne pour dénoncer. Si nous le faisons, c'est comme si nous étions sous un arbre là et nous coupons ce arbre-là sur nous-mêmes. Ça veut dire que le Béninois, les journalistes béninois doivent prendre conscience désormais que tout ce que les politiciens font là-bas, eux, ils sont ici, ils critiquent là. Eux aussi, s'ils sont là, ils vont le faire. C'est un philosophe qui a dit avant de couper le doigt à quelqu'un, il faut prendre la lame là et couper son petit doigt pour voir si ça fait mal d'abord, avant de chercher à couper pour l'autre. Ce qui s'est passé, vous avez vu, on a reporté avant d'organiser, on a vu que le quorum n'est pas encore atteint pour réélire celui qui est là ou celle qui est là. Donc il faut reporter, faire des négociations d'abord avant de se réunir quand on sera sûr que c'est maintenant bon pour partir. Et c'est ça ce qui a été fait. Moi, je ne suis pas contre celle qui est là, mais quand tu fais un peu et tu vois que les gens ne sont pas satisfaits, il faut laisser les autres pour venir faire leur expérience aussi. Et tu vas voir, et tu vas comparer à ton mandat pour voir si ce qu'ils font là, c'est différent de ce que tu fais. Mais si on s'accroche, tel un Géco pour dire je ne laisse pas, en tout cas moi, c'est pas ça mon objectif. Je ne suis pas dedans, ce que je sais, je suis de la corporation et je sais qu'il y a des gens qui existent. Nous allons toujours exister, peut-être ils vont passer le temps et un autre jour va arriver, quelqu'un d'autre va venir. Mais à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre aujourd'hui? Parce qu'il y a des camps, les camps qui ont perdu, qui ont décidé de porter cette affaire devant les juridictions parce qu'ils estiment que les règles n'ont pas été respectées. Quelle juridiction? Il faut laisser. Quand on a organisé pour le patronat, mais j'ai lu certains qui ont dit que ça ne respecte pas les tests, qu'ils vont écrire à la justice pour qu'on reprenne les élections. Il faut laisser. Quand est-ce qu'on a organisé l'élection dans un pays ici et on a invalidé au Bénin ici? Je n'en ai pas encore vu. Ce qui est sûr, le groupe qui est là, le maillon qui est là, a suivi quelques traces d'un test là qu'ils ont exécuté. Ce qui est sûr, il y a des tests qui permettent ce qu'ils ont fait. Donc, c'est pourquoi ils l'ont fait. Je ne vois pas celui qui va se lever aujourd'hui pour brandir encore quel test. Zakiat était là. Et c'est elle qui a organisé les élections. Elle peut réussir facilement. Et puis, on s'en tient à ça. Et on l'excuse pour ce mandat qu'elle va faire. Si un autre est prêt pour prendre la relève, il commence par se préparer dès maintenant pour qu'à la fin de son mandat là, il puisse prendre. C'est tout. Surtout que ce n'est pas limité chez nous. Ça peut être à vie. Donc, si elle veut, elle pourra partir avec. Constant, vous êtes du même avis? Je crois que Zakiat a raison, à mon avis, de vouloir empiler. Ah oui. Oui, elle a raison de vouloir empiler parce que, en réalité, elle avait hérité d'un mandat. Oui, elle était pour un vice-présidente. Oui. Le président était parti à la HAC et elle a fini son mandat. Elle a fini le mandat, donc elle a fait un mandat avec son programme. Oui. Malheureusement, son programme a coïncidé avec la situation sanitaire mondiale. Non. Ah oui? Avec la décision, le programme du gouvernement qui n'a pas pu accompagner depuis bientôt 6 ans, n'a plus accompagné la presse. Oui. Puisqu'ils ne sont pas des commerçants et ils ont des charges. Oui. Comment est-ce que le PMB doit pouvoir organiser? Depuis 6 ans, on n'a plus organisé de formation, on n'a plus rien organisé et tout est comme ça. Donc, elle est venue dans un désert de moyens, donc elle n'a pu rien faire. Donc, c'est maintenant qu'on a commencé par chercher des solutions, par faire des plaidoyers et autres. Donc, si elle ne remplit pas, elle aurait été le président de l'UPMB qui aurait eu le pire mandat et qui ne pourrait rien présenter concret, un bilan vide. Et pour une première fois qu'une femme aurait fait ça, je crois qu'on doit quand même encourager, sinon vous allez voir comment les femmes vont se désengager
de cette union et elles ont même commencé déjà par former d'autres choses parce qu'elles ont déjà vu qu'il y a trop de bousculades à l'UPMB et tout ça. Donc, elles avaient commencé par former autre chose avec notre consoeur Clémentine dans le temps comme présidente. Donc, je crois que Zakiath, on ne peut pas lui en vouloir de chercher à avoir un contenu pour son passage à la tête. Oui, maintenant, est-ce qu'il a les moyens maintenant? Il y a assez de moyens maintenant pour qu'elle travaille normalement? Mais elle n'a pas encore pris. Quand on va l'investir, on va voir son nouveau projet de société, son programme d'action, pour voir. C'est pour ça que je dis, il y a déjà beaucoup de plaidoyer quand même pour que ça puisse changer. Sinon, tout à l'heure, même la maison des médias va fermer ses portes, puisqu'il n'y a plus de ressources. Vous avez vu l'ODEM qui est déjà venu s'installer à l'UPMB. Bon, qui n'avait plus les moyens de payer le loyer, qui est venu se réfugier, squatter, qui a laissé des dettes. Ils n'ont qu'à fermer. Ils n'ont qu'à fermer. Mais on ne peut pas fermer l'ODEM. On ne peut pas fermer l'ODEM. Pourquoi ils veulent se considérer comme des censures pour attendre que l'autre apporte l'argent pour qu'eux ils puissent bouffer ou bien faire travail avec normalement. Dans ce climat, il doit y avoir des managers à la tête de ces organisations-là qui doivent savoir chercher l'argent. Ce n'est pas seulement le gouvernement ou bien l'État qui sera pourvoyeur de financement. En principe, ils doivent quand même bouger beaucoup et chercher des financements à l'extérieur. Ce débat n'est on ne pas peut pas attendre que le gouvernement talon apporte tout le temps. D'abord, la politique du président, ce n'est pas d'apporter de l'argent aux organisations fêtières des journalistes ici. Depuis, on a compris. Maintenant, si c'est ça, ceux qui sont là doivent comprendre. On dit que donc, un rythme change, il faut changer les pas de danse. Il faut commencer par chercher. On a des managers au niveau des artistes, pourtant le gouvernement met 5 milliards. Mais est-ce que Sagboran Danialou, est-ce que Angélique Kidjo, ils ont eu à avoir dans 5 milliards de l'État avant d'être ce qu'ils sont. Mais aujourd'hui, ils sont en train de faire. Mais nous, les journalistes, nous sommes purement des agents sociaux de l'État. Tout ce que nous sommes en train de dire ici aujourd'hui, ce n'est que de l'éducation que nous sommes en train de faire, gratuitement. On peut dire ce qu'on va dire ici, 1000 collines, ce n'était pas mieux que ça. Pourtant, on a vu le nombre de décès qu'on a eu, les dégâts qu'ils ont connus. Donc, un organe de presse est un instrument social et qui aide le gouvernement. Donc, nous devons être plus aidés que des gens qui chantent et qui dansent. Ça fait partie aussi. Dieu n'en disconvient pas, mais quand vous prenez la tête de cette organisation et qu'il n'y a pas les moyens pour faire aboutir les projets, il vaut mieux donner la chance à quelqu'un d'autre de venir faire l'expérience pour voir si lui il aura les moyens il va trouver les moyens pour le faire. Donc c'est vrai. Moi je suis pas contre Rakiath, je suis contre personne. Non, moi mais je sais que si moi les positions sont partagées, c'est notre profession. C'est vrai que le débat devient très passionné parce que nous sommes directement concernés, c'est notre profession. Mais nous allons retenir que nous avons nous tous à nous battre ensemble pour redonner le blason de notre profession, aussi bien au niveau des journalistes professionnels qu'au niveau des patrons de presse que vous êtes, parce que c'est une mayonnaise. Si la mayonnaise ne prend pas, tout le monde en pâtira, tout le monde en souffrira. Et donc aujourd'hui, notre souhait, c'est que ceux qui prennent la tête de ces bureaux exécutifs, de nos fêtières, puissent vraiment jouer le rôle managérial dont nous avons besoin pour que la profession se porte mieux, parce que cette profession aussi, elle est importante pour que le Bénin se développe. Et donc, voilà un peu, nous avons fait le tour de toutes les questions. Je sais, si nous devons continuer avec ce dernier point, on pourrait rester ici beaucoup plus longtemps que la durée de cette émission, parce que c'est nous-mêmes. Mais nous allons nous en arrêter là pour le moment. Et je vous remercie d'avoir été là. C'est vrai, nous avons aujourd'hui passé en revue l'intervention du président Patrice Talon à Paris, mais nous avons surtout essayé d'analyser les retombées de cette intervention. On ne s'est pas limité aux propos, mais nous avons essayé de voir ce qui pourrait venir après ces propos. Et nous avons également essayé d'analyser l'avenir du père qui vient de se rallier à l'UPR et ce que ça pourrait apporter comme changement. L'UP le renouveau et non l'UPR. L'UP le renouveau, oui. L'UP le renouveau, oui, parce que leur arrivée peut créer des bouleversements et compliquer les choses. Donc, nous avons essayé quand même d'analyser un peu la question et de commenter également cette UDBN qui, aujourd'hui, prend une position qui prête à polémique.
et que nous avons forcément passé en revue. Nous n'avons pas oublié de parler de notre profession et je vous remercie infiniment d'avoir été là. Je vous remercie du fait que vous êtes prêté à cet exercice en nous aidant à fouiller dans les méandres des informations que nous-mêmes nous avons diffusées tout au long de la semaine. Et merci à vous, Mathias Sossou, directeur de publication du Gongoneur, pour toutes les analyses que vous avez faites ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous, Constant Awedeou, de venir continuer à éduquer les Béninois sur ce plateau. Merci infiniment. Merci. Merci à vous, chers amis internautes fidèles de Zaïre TV. C'était le numéro de cette semaine de Info Hebdo. Passez un bon week-end. Nous sommes aujourd'hui le samedi 3 septembre 2022. Le 10 septembre, nous retrouvons sur ce plateau pour un autre numéro. Merci. Passez une bonne semaine.